Certaines qui ne veulent pas le retirer, mais malgré elles doivent le retirer, celles qui croient en C'est notre ça. religion et en Bonsoir, Cheikha. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ouais, alors qu'est-ce que tu as pensé de la présentation, de ce qu'on a dit là, parce que tu as écouté et tu Alors, parlais pas. j'ai pas été, présente, pendant le début, du space puisque je suis intervenue, sur la chaîne, Chez notre ami. oui, voilà, chez, Amira Airsoft. Testa. Oui. Exactement. Mais du coup, en fait, alors je vais pas pouvoir, non plus m'étaler, il y a énormément de choses à dire et de ce que j'ai pu entendre, c'était très intéressant et assez juste. Je voulais, surtout parler de cette idée, de choix, en fait, finalement. C'est-à-dire que, pour les personnes qui n'ont jamais, entendu, parler de ma petite expérience personnelle, bah, moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai apostasié il y a 1 an, et j'ai porté le voile, à l'âge de 9 ans, donc un choix, assez, enfin, c'est pas vraiment un choix puisque voilà, c'est cette illusion, en fait et j'ai vraiment pensé, l'avoir choisi, et en gros, je l'ai porté pendant, il me semble, 7 ans. Et j'avais envie, de parler de cette espèce d'idée, qui se propage, énormément aujourd'hui de «mon voile, mon choix», mashallah les sœurs, hijabées, qui, sont libres, en tout cas libres de le porter en Occident et encore. Hem et donc en fait, j'avais envie, surtout d'insister sur le fait que, un voile, même s'il est porté, comment dire? De manière, assez, indépendante de toute cette pression, familiale, sociale, bah, ça reste un voile, chargé de sens, et c'est justement ça qui pose surtout problème puisque le voile, c'est la pudeur. Le voile, c'est, comment dire? C'est la dignité d'une femme et en fait, c'est ce qui prime dans énormément de familles musulmanes, hein, c'est-à-dire que ce qui compte plus que tout, c'est la pudeur et la virginité et donc en fait, voilà, moi dans ma famille, d'origine maghrébine, bah, c'était comme ça. Il y avait, une, ségrégation entre les sexes, afin d'empêcher, voilà, toute interaction entre les hommes et les femmes. Toutes les filles étaient voilées, devant ceux qui n'étaient pas leurs mahram, donc leurs, tuteurs en islam, donc avec les hommes, avec qui elles ne peuvent pas se marier, avec qui elles peuvent se marier plutôt. Et donc voilà, en fait, alors à l'âge de 9 ans, j'ai porté le voile en présence, d'un peu, tous les hommes, avec qui je pouvais me marier, islamiquement, donc mes cousins, les maris de mes tantes, et absolument, tous les hommes, que je pouvais croiser dans la rue. Et donc voilà, cette éducation dans le but, d'intégrer, qu'une femme, elle n'est pas indépendante, de par son statut de femme, voilà, qu'elle est la fille de son père, jusqu'à devenir la femme de son mari. C'est quelque chose, qui m'a beaucoup, qui m'est entré dans la tête et qui a eu du mal à en sortir. Donc c'est beaucoup de remarques, hein, que j'ai pu, entendre, dans mon enfance, avant que, ma mère surtout, me pousse, à le porter. Donc voilà, c'est, «Tu devrais pas t'habiller comme ça, un t-shirt, on voit tes bras donc tu attires le regard des petits garçons, dans la rue et des hommes, de manière générale, que si je couvrais pas mes cheveux, je finirais en enfer» et donc en fait, j'étais tellement convaincue, hein, on m'a bassinée avec cette idée de choix que lorsqu'on me demandait, en fait, finalement, je répondais «oui», hein, parce que quand j'enlevais mon hijab, parce que j'étais dans une école laïque, bah, on se sent presque nu, et au fond, bah, voilà, c'était pas quelque chose qui me rendait heureuse. Et en fait, c'est vraiment un moment où j'ai ouvert les yeux à peu près, à l'âge de 15-16 ans, après avoir, refusé en fait cette idée que mon corps, il devait être caché, qu'il était une nudité tout entière.
après avoir refusé cette idée, bah, j'ai tout simplement retiré et c'est pas un vêtement comme un autre. On porte pas un voile comme on porte, un jean, ou que sais-je. Donc on pourrait parler de choix si une femme, hijabée, elle le porte un jour puis elle l'enlève le lendemain, ce qui n'est pas le cas. Elle le porte constamment devant un groupe de personnes bien précis, et en fait, le fait de l'enlever, voilà, c'est un acte qui implique, de lourdes conséquences. C'est pour ça que moi, cette idée de choix, en tout cas la liberté de le porter n'est pas la même, que la liberté de l'enlever, justement, moi mon but c'est aussi, d'en parler puisqu'en fait, dans les médias, sur les plateaux télé, on donne la parole à celles qui sont convaincues que c'est un embellissement, que ça comment dire? Qu'elles sont totalement libres, en tout cas en Occident et encore une fois, c'est pas un islam plus cool, heu, qui, hem, qui les laisse choisir, c'est juste qu'en fait, on est en France, dans un état laïque, du coup, voilà, moi j'ai envie un peu de casser, ce discours un petit peu, qui est mainstream, hein, et qui est complètement biaisé, en fait et on se trompe totalement de combat, parce que voilà, le voile, qu'il soit porté en France, en Afghanistan, au Maroc ou en Iran, il change pas de sens et voilà, c'est ça que je cherche, à dénoncer. Voilà et parce qu'on estime, en fait, que ce bout de tissu, comme elle l'appelle, ne protège pas de cette perversité, des hommes qu'on décrit souvent, bah, en fait, on voit sa vie, complètement changer et c'est pour ça que, la pression sociale est tellement forte, qu'en fait, au pire des cas, tu te fais un petit peu, insulter, voire plus. Mais en tout cas, dans mon cas, c'était au minimum, la mort sociale, et en fait, penser les femmes comme des êtres, libres, en fait et voir leur corps autrement, que la propriété d'un futur mari, pardon, c'est une idée qui, colle pas avec, leurs, valeurs, qu'on peut retrouver dans les textes islamiques de manière générale. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je suis désolée, je vais Ouais, bientôt devoir vous ouais, ouais. laisser, mais en Ouais, tout ouais. cas, voilà, j'aimerais Bah, juste finir on en sur, profite pour faire de la pub aussi pour toi, hein. oui, bah, justement, je voulais en venir à ça, c'est Vas-y. que j'ai eu la chance de pouvoir lancer, une petite chaîne dans laquelle j'ai posté une première vidéo dans lequel, j'essaie d'un petit peu montrer et exprimer ce que c'était, pour moi, le port du voile jusqu'à l'enlever, en fait, voilà, si ça intéresse, quelqu'un, il suffit d'aller, dans ma petite bio avec un compte Twitter et la chaîne normalement, il y a un petit lien, Voilà. Je voilà. mettrai le lien aussi pour ceux qui écoutent pas le Space là, comme on fait maintenant en direct, mais la vidéo YouTube, hein, du Space, dans les liens du Space, à chaque fois qu'un intervenant a une chaîne YouTube, comme c'est le cas pour toi, il y aura le lien, hein, vers, la chaîne. Voilà. Donc tous ceux qui vont Si tu regarder me la permets, vidéo Bébert, sur j'aimerais YouTube, juste féliciter Chera, s'il te plaît, lui dire oui, un grand, vas-y. grand bravo pour ses mots, pour sa compréhension, pour la manière dont elle en parle. C'est explicite, il y a du vécu, il y a du sens. Bravo, Chera, vraiment, c'est encourageant et puis ça fait du bien d'entendre ton discours. Merci beaucoup. De rien, il y a aucun souci. Donc, je vais vous Merci pour ta laisser. Je vous pédagogie. souhaite, une bonne fin et puis j'écouterai, avec plaisir, la fin du space, quand tu le posteras, Bébert. Donc, merci beaucoup, hein, de m'avoir donné la parole et Tu j'espère seras là que, dimanche, hein? Tu seras là dimanche, dimanche, qu'est-ce qu'il y a dimanche? 20h. C'est un space, sur, Voilà, sur l'Apostasie, c'est ça? l'apostasie. Oui, bah, je verrai, Exact. normalement je suis dispo donc, je pourrai Sur la quoi? intervenir. J'aurai plus de temps en tout cas qu'aujourd'hui donc ce sera avec plaisir. Ah, Merci, j'étais pas au Chekra, courant. et merci, Super. J'étais pas monsieur. au courant. Merci. On va faire un peu la pub là, attendez. Et puis on va donner la parole à Obscurantophobe qui l'a depuis longtemps. Ok, je vais vous Juste laisser juste Mais- je vais vous laisser. Juste, c'était sur quoi le space dimanche? Excusez-moi. sur l'apostasie, donc les ex-musulmans, réservé Ok. aux ex-musulmans qui parlent. Après, tu pourras écouter, hein. Ouais, On ouais, verra. avec plaisir. Bah écoutez, je vais vous Ouais, laisser. Je vous souhaite une bonne ouais. soirée. Ouais. Bah, bonne soirée. Et Merci plaisir en tout cas pour d'échanger avec d'être vous. intervenu sur notre space. Écoute, en Merci tant à que vous de musulman, m'avoir c'est écouté. Que la voilà. paix soit sur vous. Au revoir. Merci, merci, merci. Que la paix Bonne soit en vous. soirée. Merci, bonsoir à toutes et à tous, Bonsoir, et Obscurantophobe. tout particulièrement aux trois jeunes femmes qui ont exprimé leurs sentiments sur effectivement cet outil de domestication et de subordination de la femme. Bonsoir, chère Karine. Salut Samia, ça va? Super, c'est Euh,
C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Moi qui ai 5 sœurs et une mère qui porte le foulard et j'ai des cousines, tout le monde. J'ai revu ma famille, j'ai revu un peu le passé. C'était exceptionnel. Il y a juste, je dis bien les 3 personnes, les 3 dames qui sont intervenues, hein, pas exclusivement les 2 dernières ou Sheikha ou bien non les 3. Les 3, il y avait tout, en fait, tout était résumé dedans en ce qui concerne la temporalité de ce sujet-là. C'était très bien. Simplement, on a juste oublié un détail, c'est que effectivement, une jeune fille est endoctrinée depuis son plus jeune âge. Mais on oublie souvent aussi que le garçon est endoctriné en même temps que la jeune fille. Parce que le garçon, on lui demande rien. On lui demande pas de faire des efforts particuliers. Et donc, du coup, le sentiment de supériorité, le sentiment d'impunité se construit justement pour le garçon à cet âge-là. Je sais de quoi je parle, je suis un homme, je sais à quoi sert le foulard, je sais quelles sont les règles qui sont définies. Mon père a tout fait pour les théoriser à Bruxelles et les mettre en pratique. Donc tout ça, je connais. C'est le premier sujet que j'ai réétudié avant mon apostasie totale. Voilà, donc je vous remercie d'avoir transmis cette expérience du plus profond de vous-même, parce que c'est vachement important pour que les gens comprennent en réalité effectivement que c'est pas un choix, c'est quelque chose qui est imposé. Alors, je vais pas intervenir sur le côté coranique, parce que vous savez très bien que c'est mon truc, le Coran, et que je le maîtrise assez bien. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je le maîtrise assez bien, notamment sur ce sujet et sur le fait que ça soit considéré comme une obligation issue justement du Coran. Je reviendrai tout à l'heure, je vais laisser parler les gens. Si les gens sont intéressés pour savoir le fin fond de ma pensée et les recherches que j'ai faites à travers le Coran, vous n'aurez qu'à me le dire et puis j'interviendrai. Merci beaucoup. Merci, merci. Et puis à tout à l'heure. Laetitia, vas-y, Laetitia, lève la main, on n'est pas nombreux, hein, tu sais, regarde. Merci mon bébert. Ouais. Je voulais dire plusieurs choses. Tout à l'heure, tu as dit les femmes libres musulmanes, c'est-à-dire tu as fait la différence, enfin tu as relaté la différence entre les esclaves et les femmes libres musulmanes. Mais pour moi, ça me fait rire. Est-ce que les femmes musulmanes sont libres? Ça, c'est encore de la connerie. Oui, Les c'est un femmes mot, musulmanes, c'est oui, non, mais qu'un bien mot, sûr. mais il est vide de Oui, son non, mais sens. bien sûr. Voilà, C'est un encore statut une fois, social. Voilà. comme d'habitude, en islam, les mots vraiment, ils sont foulés aux pieds, mais c'est un truc de fou. Alors, il y a les esclaves, voilà, ok, bon, elles, c'est clair, c'est net, mais à la fin, les femmes musulmanes, est-ce qu'elles sont vraiment libres? Ferme ta gueule, rentre dans ta niche et ça va bien se passer. En fait, en gros, c'est ça. Quelle liberté les femmes musulmanes, elles ont de se la boucler, de se voiler, d'obéir à leur mari, sous peine d'avoir une tarte, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Donc, pour moi, les femmes musulmanes, je l'ai toujours ressenti comme ça. Ce sont des esclaves. Elles n'ont pas plus de droits qu'un esclave. C'est des boniches. Elles sont là, voilà, pour servir, hein, pour être les boniches de leur mari, pour être là pour assouvir leurs besoins, etc., etc. Et tout ça, moi, ça me rend triste, dingue, parce que au lieu d'éduquer les garçons, de leur apprendre le respect de l'autre, etc., on cache, on met sous des bâches, sous des tentes. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des sociétés de violence. Alors moi, ça m'a fait un peu rire tout à l'heure quand Aziz, pourtant je l'apprécie beaucoup Aziz, il a dit avant l'islam, c'était des barbares. Je suis désolée, moi je vois pas l'islam, comment l'islam aurait pacifié. Mais quelle pacification? Que dalle, nada. En Afrique du Nord, je suis désolée, les femmes étaient des reines, des princesses. Il y avait la princesse Dehiya. Les femmes, elles n'étaient pas du tout traitées comme chez les Bédouins. Mais à partir du moment où la mentalité bédouine s'est répandue de partout, qu'est-ce qui s'est passé? Ce barbarisme, il s'est propagé. Hein. Donc, moi, pour moi, l'islam n'a pas pacifié. Au contraire, il a durablement bousillé ces sociétés. Tu penses, je dis ça à la place de Merkava qui est plus là, mais Ouais. tu penses que l'islam, pour la femme, de manière générale, qu'elle soit de l'ancienne Arabie ou d'Europe maintenant ou du Maghreb, c'est pas une valeur ajoutée? Tu Ah non, pas déconseilles du tout. l'islam pour les femmes? Ah, moi, je déconseille totalement. Qu'est-ce que ça apporte?
Ah qu'est-ce ouais, non, que mais l'Allah du désert, il a apporté à l'humanité, en fait, tout entière? que de la merde. Il a bousillé des millions, des centaines de millions de vies durablement. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est une grande catastrophe. C'est vraiment pour moi une grande douleur. Alors hier, un jour, j'en avais parlé dans un space. On m'a dit que j'étais traumatisée, que j'étais New Age et j'en passe et des meilleurs. Moi, je ne suis pas traumatisée, je ne suis pas New Age. New Age. Aujourd'hui, je suis une femme. Moi, en réalité, je pourrais m'en foutre. Puisque moi, je suis sortie de toute cette merde. Je suis libre, je vis ma vie comme je l'entends. J'ai un mari qui me respecte, qui m'aime, qui me laisse. Voilà, j'agis à ma guise. Hein, vous voyez, je suis dans l'espace, je peux parler, il est à côté, il s'en fiche. Voilà, moi, j'ai une vie vraiment. J'ai une douce vie. Je voyage, je pars en vacances. Voilà, j'ai une carte bancaire dans ma poche. Je dépense, je travaille. J'ai vraiment, voilà. Mais ça me fait mal de savoir que tant de femmes, mais pas que des femmes, parce que la vie aussi des hommes, elle est bousillée aussi quelque part. Sans le savoir, ils se bousillent eux-mêmes. Ils se font, tu vois ce que je veux dire? Parce que vivre dans de telles sociétés, est-ce que c'est vraiment vivable? Franchement, la séparation comme ça, homme-femme, Ben, non, c'est la frustration la sexuelle frustration permanente. Ben oui, mais ça maintient le pouvoir, tu sais, sur les gens, Voilà, les frustrer sexuellement et leur faire miroiter des houris voilà. au paradis. Hein. Ils sont Mais alors là, malheureux, tu les tiens franchement. bien, là. Ah oui, ils sont Voilà. malheureux. Ils sont malheureux. Et par contre, ce que je voulais dire aussi, moi, pourquoi le voile me pose un problème, parce que je fais le parallèle quand on était, enfin quand ils étaient, parce que moi j'ai jamais été, je ne serai jamais dans les déserts d'Arabie, mais comme dans le désert d'Arabie, on mettait le voile aux musulmanes et aux esclaves, on ne leur mettait pas, c'est-à-dire que pour une part, c'était chasse gardée, hein, les femmes musulmanes, c'était chasse gardée. Les esclaves, c'était open bar. Allez-y. Ben, on peut faire le parallèle ici en Europe. Quand on voile les femmes, d'un côté, c'est chasse gardée et nous, les non-voilés, c'est open bar. C'est open bar. Je suis sortie avant-hier avec mes enfants, donc avec ma fille, ses deux amies, filles. Franchement, c'est déplorable. On s'est fait draguer, mais un truc de fou. J'avais l'impression qu'on était des morceaux de viande sur pattes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déplorable. Ça, franchement, c'est dégradant. C'est bien justement l'argument principal qu'ils utilisent justement. Alors, t'as coupé, obscurantophobe? Ouais, J'ai pas entendu ce que tu as dit. Ouais. je, Bah, j'ai je- entendu le début, mais je disais, c'est bien l'argument, le dernier moment que Laetitia parle, c'est l'argument justement pour dire que vous, quand vous êtes voilé, vous n'êtes pas un morceau de viande. Mais quand vous êtes dévoilé, vous devenez un morceau de viande. C'est justement leur argument principal. c'est un non-dit qui est une énorme menace, en fait. On Ce les n'est voile par la ce n'est pas, menace. ce n'est pas un non-dit, ça se Ouais. dit. Ah, ça Ça se se dit. En plus, ça tu se vois, dit, je ça débarque, se moi. dit ouvertement, ça se dit ouvertement. Effectivement, les femmes qui sont en jupe, qui sont en short, elles sont disponibles. Et celles qui ne le sont pas, et c'est ça l'origine en fait du voilement. En fait, c'est une décision politique qui date du 19e siècle. Avant, comme le disait très bien Samia tout à l'heure, les femmes mettaient un foulard pour se cacher des étrangers, hein, pour pas qu'il y ait de problème avec leurs hommes qui étaient hyper jaloux, et elles mettaient un petit foulard sur la tête pour pouvoir cuisiner, pour pas que les cheveux tombent dans le repas. En fait, c'est un objet culturel, normal, que toutes les femmes ont mis à travers le temps, qui a été interprété, enfin, qui est devenu un objet presque nationaliste identitaire pour se différencier de l'autre qui dévoilait sa femme. C'est de ça en fait. Le gilbab au départ, le gilbab est un protecteur. Le gilbab est un esclave. Dans le Coran, le mot gilbab n'existe pas. C'est le mot jalab qui existe. Et l'action de ajlibou. Ajlibou, c'était tous les esclaves, les gens qui faisaient du travail. Toutes les tâches des esclaves, c'était les gilbab qui le faisaient. Et le mot qui est dans le Coran, dans la Sourate 33, verset 59, ce n'est pas gilbab, c'est jalab. Jalab ibihin. Qui sont les jalab? Vous retrouvez ça dans la littérature partout,
ce sont les marchands d'esclaves, des bouviers. Le 7e siècle, c'est pas le 14e siècle, c'est pas le 19e siècle et c'est pas le 21e siècle. Au départ, le jilbab, sa tâche, c'est de protéger. Dans la sourate 33, c'est de protéger. Mais c'est le jalab qui le fait, ce n'est pas le jilbab. Eux, ce qu'ils vous disent, c'est le pluriel de jilbab. Non, le jalab est un nom, c'est un bouvier, c'est un marchand d'esclaves, un marchand d'animaux. Les esclaves étaient considérés comme des animaux. Vous trouvez ça dans l'histoire de l'esclavage arabo-musulman, vous trouvez ça dedans. Malek Shebel a écrit un superbe ouvrage là-dessus. Je veux dire, j'ai tweeté son livre des dizaines de fois. Je veux dire, on est encore dans l'idée que dans le Coran, on parle de chiffon. C'était des gens qui étaient nus. Ils étaient complètement nus. Et quand ils sont partis à Yatrib, ils ont découvert des gens qui couvraient leur partie. Eh ben, il y a eu une loi qui a dit, voilà, on couvre la partie. Ça, c'est dans la sourate 24, après l'épisode de Aïcha quand elle a trompé son mari. Vous abaissez les yeux, ça veut dire vous ne convoitez pas, et vous préservez votre chasteté, ça veut dire que c'est pas open bar. Donc en réalité, quand une loi tombe, quand un verset tombe, il est révélé, c'est pour changer les mœurs. Et les mœurs, elles ne changent pas comme ça en 50 ans. Voilà, donc on est en train de ils nous ont bourré le crâne, en train de nous dire que du jour au lendemain, il y a un verset qui tombe avec un chiffon. Ils ont trouvé où leur chiffon? Il y avait des usines qui fabriquaient des chiffons. Les femmes se sont mis à arrêter, ils sont arrêtés de cuisiner, ils sont arrêtés de faire leurs occupations. Elles ont tous tissé des chiffons. Il y a un moment, je veux dire, bon, je vous écoute parce que il y a des expériences, il y a du vécu. Mais voilà, dans le Coran, il n'y a pas de chiffon. Le mot hijab, il est cité 7 fois sous forme d'allégorie, de métaphore. Il est cité une fois verbalisé, c'est mahjoub. Et c'est toujours une séparation. C'est pas moi qui le dis, c'est Amir al-Muazzi, c'est Guillaume Died qui le disent. Le mot hijab dans le Coran ne veut pas dire un tissu, un rideau, une nappe, un mouchoir. Il veut dire une séparation. Après, voilà, je vais vous laisser continuer parce que c'est vachement instructif et moi, personnellement, j'apprends.